comment faire pour maîtriser le temps d'écran de mes enfants? Pourquoi les jeux vidéo ont-ils un côté si immersif? On fait des conférences, par exemple, sur l'info ou l'intox sur internet et on organise aussi pas mal d'ateliers pour les enfants, sur les bonnes pratiques internet. Donc là, on est en train de faire un programme pour les CE1, CE2 et CM1. On est en train de faire aussi un programme pour les 6e ainsi que pour leurs parents, parce que c'est très important que ce qui est dit à l'école soit relayé au sein de la famille. Donc ça, c'est la structure, associative de Cocoya. Et ensuite, il y a une deuxième partie, au sein de Cocoya, c'est, la start-up. Parce qu'on s'est dit que, pour apprendre le numérique, c'était très important de le pratiquer de manière vraiment pragmatique, de l'utiliser, de faire les choses. Donc on a utilisé, un concept s'appelle le concept du mentorat inversé. L'idée, c'est qu'il y a des jeunes qui sont doués pour l'informatique, qui sont passionnés par ce sujet et qui ont envie de transmettre leurs compétences dans ce domaine, qui, se rendent, au domicile de personnes, d'adultes, pour leur apprendre, leur faire du mentoring sur les sujets qui les intéressent. Par exemple, vous en tant que parent, si vous voulez, mieux comprendre, Facebook, Instagram ou Snapchat, l'installer, définir les paramètres de sécurité. Si vous voulez installer un logiciel de contrôle parental parce que vous avez des petits enfants et que vous n'avez pas envie qu'ils tombent sur des contenus, pornographiques ou dangereux. On a des jeunes qui peuvent venir chez vous et qui vous aident à comprendre tout ça, à installer tout ça. Après, notre périmètre est beaucoup plus large. On peut, travailler sur la sécurisation du Wi-Fi, sur plein de choses liées au numérique. Mais l'idée, c'est d'aider le citoyen à devenir, acteur de sa vie digitale. Donc en 2 mots, Cocoya, c'est une start-up assez jeune. On a été créé en mai 2017. Enfin, on a lancé l'offre en mai 2017. Aujourd'hui, on a une communauté, de 50 jeunes mentors, qui, travaillent en Île-de-France. L'idée, c'est d'étendre le service au reste de la France d'ici 6-8 mois. Voilà, sinon on a eu, un petit prix, concours talent BGE Île-de-France. On a été sélectionné pour faire un accélérateur éphémère EdTech dans le cadre des Journées nationales du numérique. Voilà et sinon, si vous voulez une idée de cadeau de Noël, intéressante, on a mis des petits flyers. Vous pouvez, offrir du mentorat informatique, à votre entourage si vous pensez qu'ils en ont besoin. Voilà. Donc du coup, si j'ai bien compris, ton métier, c'est de créer du lien entre des gens qui savent utiliser un réseau, par exemple, ou un outil, et ceux qui ne savent pas. Et donc, tu crées des liens entre les gens. Et Alors, effectivement, un des points importants, c'est de dire d'habitude, la technologie, ça crée un fossé entre la jeune génération et la génération des aînés. Et on s'est dit, mais pourquoi on n'essaierait pas de renverser les choses et au contraire, justement, grâce à ce mentorat inversé, créer du lien social entre les jeunes et la génération des aînés grâce à la technologie. Absolument. ok, merci. Alors, et toi, Jérôme, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Ah, pardon. Vous avez déjà des questions? Super, on y va. Oui, bonjour. Je me demandais quel statut ils ont, ces jeunes? Je pas allumé, je crois aussi. Alors, en fait, c'est des jeunes qui ont un statut de micro-entrepreneur et l'idée, c'est que pour eux, ce soit un job étudiant sympa, flexible. Ils font ça quand ils veulent, au moment où ils veulent, D'accord, en merci. plus de leurs études. J'avais pas compris si c'était du bénévolat ou si Non, c'était non, employé. non, en fait, non, c'est D'accord. pas du bénévolat. Très bien, merci. Ah oui, donc c'est créer du lien plus de l'emploi. Ça commence à faire beaucoup, j'ai envie de te dire. Oui. Bonjour, donc Jérôme Serre, je suis cofondateur et dirigeant d'Edupad. Edupad, c'est une start-up française qui produit des applications mobiles pour les enfants. Donc on a 2 activités. On a une activité dans le domaine de l'éducation avec 160 applications qui couvrent tous les programmes scolaires officiels français du CP jusqu'à la 3e et tous les programmes américains, l'équivalent du CP, First to 8th grade aux États-Unis. On a 10 millions, un peu moins de 10 millions d'utilisateurs. Le slide n'est pas encore à jour. Et on fait partie des 100 leaders de l'éducation dans le monde, de l'EdTech comme on dit. Je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, je vais vous parler de notre autre activité qu'on a lancée en septembre dernier, qui s'appelle Monster Messenger, et qui est une messagerie instantanée, sécurisée pour les familles. Donc on va s'adresser aux parents qui ont des enfants entre 5 et 11 ans
pour leur proposer l'équivalent de Facebook Messenger, mais pour un cadre familial. Et donc cette application a gagné le prix de la meilleure, du Lovies Award, la meilleure application pour les familles en 2016. Et juste pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, donc on fait 20% de croissance tous les mois. Il y a à peu près 10 millions de messages qui sont échangés chaque mois sur la plateforme. C'est minuscule comparé à notre grand frère Facebook, mais ça se développe très très vite. Pourquoi faire une messagerie pour les enfants? Si ça bouge. Tout simplement parce que on utilise tous, vous utilisez tous, la probabilité est très forte que vous utilisez chacun d'entre vous un, voire plusieurs réseaux sociaux. Et pourquoi? Pour communiquer avec vos proches, avec votre famille. Et vous ne pouvez pas le faire avec vos enfants s'ils n'ont pas de téléphone, en fait. Et donc, ce qu'on a proposé, c'est quelque part l'extension de Facebook ou de Snapchat ou des réseaux sociaux, mais dans un cadre adapté pour des enfants qui ont moins de... Donc, légalement, c'est moins de 13 ans. Dans la pratique, ça va être plutôt des enfants entre 5 et 11 ans. Et pourquoi? Parce que ça nous permet de parler, de rester en contact en permanence. Et les cas d'usage, ils sont nombreux, en fait. On en a 3 qui reviennent tout le temps quand on parle aux parents. Le premier, c'est rester en contact avec ses enfants quand on est loin, que ce soit parce que nous, on est en déplacement ou parce qu'eux, ils sont en vacances dans la famille ou ailleurs. Le deuxième, c'est tous les petits incidents du quotidien. Typiquement, pour moi, c'est mon chéri, je vais arriver en retard de 10 minutes, t'inquiète pas, j'arrive. Mais il y a plein de cas en fait, où on a envie de parler directement à son enfant et surtout d'être sûr que le message est arrivé. Et ça, un SMS ne vous le dit pas, le message a bien été reçu. Et en tant que parent, on aime bien être certain que l'information est bien arrivée. Et puis le dernier point, ce n'était pas quelque chose qu'on avait prévu, c'est quelque chose qu'on a constaté. 20% de nos utilisateurs actifs sont des grands-parents. Et en fait, on contribue à reconstituer, c'est un grand mot, en tout cas à faciliter le lien intergénérationnel, parce que je ne pense pas me tromper, si je m'adresse aux parents dans la salle, en disant que vos enfants n'aiment pas forcément le téléphone. Le téléphone, ce n'est pas le médium avec lequel qu'ils aiment utiliser au quotidien. Par contre, envoyer un petit dessin, envoyer un petit message, envoyer un sticker, etc. Là, oui, effectivement, ils vont adorer parler avec leurs grands-parents. En tout cas, les grands-parents nous le disent. Donc ça, c'est le côté sympa pour les parents. Après, il y a un côté aussi défensif. Il faut bien savoir que même si la loi, on en parlait tout à l'heure avec Michel, dit les réseaux sociaux, tous ces outils sont ouverts légalement à partir de 13 ans, la réalité est un petit peu différente. Les enfants n'attendent pas l'âge légal pour s'inscrire sur ces réseaux. Et autant on peut discuter pendant très longtemps sur la maturité d'un enfant de 11 ans, 12 ans, etc. Autant, là encore, il y a un consensus assez large pour dire qu'un enfant de 8 ans ne doit pas être sur Snapchat, un enfant de 9 ans ne doit pas être sur Facebook, etc. etc. Et donc, en fait, la réalité, c'est que 62% des enfants de moins de 13 ans sont inscrits au moins à une messagerie instantanée. En général, j'ai fait un petit sondage aujourd'hui, sur les 12 ans, c'est plutôt 3 ou 4. D'accord ? Donc, l'idée, c'est de prendre le taureau par les cornes, de ne pas se mettre la tête dans le sable, et de se dire, parce qu'il y a une réalité aussi, vous la connaissez, le chiffre, il est intéressant, la fiche, il y a souvent des articles qui paraissent sur le harcèlement. Le dernier chiffre qui est paru en Angleterre, c'est un Annual Bullying Survey 2017, c'est 37% des enfants qui déclarent être ou avoir été harcelés sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre qui est tout à fait considérable. Donc, je pense qu'en tant que parent, c'est intéressant de faire quelque chose. Et une des premières choses à faire, c'est quelque part de prévenir. Donc, soit c'est pas, je dirais, on n'a pas forcément envie de dépasser les étapes, d'aller plus vite que la musique, mais le jour où vous avez une demande, de dire écoute, non, mon chéri, ma chérie, t'as pas l'âge, je suis désolé, c'est pas des réseaux pour toi. D'ailleurs, il y a une loi pour ça. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui suis un tyran. Par contre, il y a des réseaux sociaux, il y a des outils, des messageries, et que je serais ravi d'utiliser avec toi, qui sont totalement sécurisés. Et sécurisé, ça veut dire quoi? En tant que parent, s'il y a une chose que vous voulez pas, c'est que votre enfant parle avec n'importe qui. D'accord? Donc vous voulez contrôler avec qui vos enfants discutent, et c'est exactement ce qu'on propose dans l'app. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que pour la discussion, c'est intéressant de voir quelles questions peuvent poser l'utilisation des réseaux sociaux pour les enfants. Mais du coup, interdire aux enfants, en vrai, ça marche pas alors. Ils y vont quand même. La création d'un compte, en fait, c'est quel âge avez-vous? Donc si vous déclarez un âge inférieur à 13 ans, toutes les applications vous disent non, t'as pas l'âge, certaines vous disent il faut avoir 13 ans minimum, d'autres vous disent rien.
Donc voilà, c'est très facile de passer outre. Et il y a des études, il y a une étude qui est parue l'an dernier aux États-Unis sur 10 000 familles qui interviewait donc d'une manière très rigoureuse les enfants. Vous savez que c'est compliqué de faire des études de marché avec des enfants parce qu'il faut l'autorisation du parent pour parler avec l'enfant tout seul, ce qui est normal, hein. Mais souvent, l'entretien est fait avec le parent. Et quand un enquêteur demande à l'enfant « Est-ce que tu vas sur des sites porno, cher ami ?» et que le parent est là, en général, la réponse est bah « Non, bien sûr, de quoi vous me parlez ?» donc là, c'était très rigoureuse comme... excusez-moi, il faut qu'on se dise les choses, en fait, hein. Et là, la méthodologie était intéressante parce qu'effectivement, ils avaient négocié que le parent soit à l'extérieur. Il y avait juste 2 enquêteurs, parce qu'aux États-Unis, vous ne pouvez pas laisser une seule personne avec un enfant, etc. Et les résultats étaient intéressants. C'est-à-dire, il y avait grosso modo un tiers des parents qui disaient « pas de ça chez moi. Ma fille, mon fils ne va pas sur Facebook. Mon fils, ma fille ne va pas sur Internet, etc. » Un tiers des parents qui étaient complètement largués, qui disaient « moi, je ne connais rien, je ne suis pas sur Facebook, je suis pas sur... Donc, je sais pas. » Et un tiers qui disait « moi, j'accompagne mon enfant. Je considère que c'est mon rôle de lui expliquer ce que sont que les réseaux sociaux, ce que sont les risques, etc. » Et après, ils scoraient les enfants ils posaient une 60aine de questions, et sur 20 items, en fait, de justement la pornographie en ligne jusqu'à harcèlement, usurpation d'identité, vraiment les gros sujets, je dirais lourds, qu'il faut adresser. Et bien, surprise, sur tous ces items, systématiquement, les enfants des familles c'est appelé dans l'étude les censeurs, de ceux chez qui ça n'arrivait pas, se comportaient statistiquement entre 2 et 3 fois plus mal que les enfants des autres familles. C'est, je pense, une preuve assez factuelle sur 10 000 familles qu'effectivement, je dirais, c'est pas parce qu'on interdire, c'est pas la solution. Il vaut mieux adresser le sujet, comme plein de sujets d'éducation, hein, les adresser, et il vaut mieux qu'ils apprennent avec vous qu'avec leurs petits copains, ou avec l'Internet. L'Internet, c'est encore pire. Ok, merci. Est-ce que vous avez déjà quelques petites expériences à nous faire partager, ou si vous êtes parent ou enseignant, de ce que vous voyez dans la vraie vie par rapport à ce qu'on vient de dire? Non, en fait, vous êtes en phase de digestion, d'accord, ok. Et comment vous faites à la maison? Vous interdisez? Vous accompagnez? Qui accompagne? Qui accompagne ses enfants ou les enfants? Ok, qui interdit? En fait, il n'y a pas de honte, enfin... Ouais, d'accord, c'est qu'ils sont trop petits. Et comment est-ce que vous envisagez la suite? Justement, vous venez ici pour pouvoir les accompagner? Ok. D'accord. Ok, bah c'est parfait, vous êtes au bon endroit du coup. Parfait. Et donc du coup, est-ce que Michel peut nous expliquer la posture de Facebook et ce qui est mis en place en fait dans ce cadre-là? Tout d'abord, bonjour, Michel Gilbert. Donc, je m'occupe de communication chez Facebook, mais surtout, je suis mère de 4 enfants, donc plutôt grands. Et donc, aujourd'hui, je viens autant en tant que maman qu'en tant que quelqu'un qui travaille chez Facebook. Mais comme l'idée, c'est quand même, j'ai compris, de parler chacun un peu de notre société. Donc, Facebook, que je pense que vous connaissez tous. En France, nous avons aujourd'hui 34 millions de personnes qui utilisent Facebook. Comme Jérôme a dit, c'est pour les enfants à partir de 13 ans. C'est la même chose on a aussi Instagram, on a Facebook Messenger qui sont également partie de le groupe Facebook en tant que service. Nous avons une politique très proactive quant à la pédagogie et l'accompagnement d'enfants et de parents. Mais malheureusement, souvent, les parents et les enfants ne savent pas où trouver des informations, avec qui parler ou comment interagir avec nous. Et donc, je suis là aujourd'hui avec vous pour écouter et vous donner aussi quelques consignes très simples et vous donner des outils. Comme dernier, juste ici sur l'écran, nous avons un portail pour les parents, pour les éducateurs, pour les adolescents. Et en fait, toutes les informations pratiques, des Q&A, des réponses à des questions les plus fréquentes, comment paramétrer son compte, comment bloquer quelqu'un, comment traiter des sujets comme le harcèlement. On peut trouver vraiment beaucoup d'informations ici.
Maintenant que vous connaissez l'endroit, n'hésitez pas à y aller. Mais au-delà, nous avons une équipe qui est sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans nos bureaux derrière les ordinateurs pour dire aux gens ce qu'il faut faire ou pas. Nous sommes convaincus que la meilleure façon de comprendre déjà l'évolution, parce que cette évolution, cette basculement d'utilisation d'écran va très, très vite. Ça va très vite pour les parents, ça va très vite pour les éducateurs, ça va très vite pour moi qui travaille là-dedans. Donc, on est convaincu que il faut aller à la rencontre de personnes, d'être là aujourd'hui pour écouter, euh, entendre et répondre. Parce que interdire, ça ne sert à rien. Je suis totalement d'accord avec ce on s'est dit sur ce plateau. On sait tous que interdire, ça ne fait qu'inciter à faire quelque chose qu'on nous interdit de faire. Donc, autant commencer un dialogue très jeune, 9 ans, c'est très bien. Là, c'est le moment où on commence à avoir des copains, des copines. Voilà, on pense qu'on est grand. Et donc, le dialogue commence à cet âge-là. Et même, je dis les choses hyper importantes, c'est parfois en tant que parent, on se dit, mais je ne sais pas, je ne suis pas digital, je ne peux pas répondre. Bah, c'est pas grave, on va apprendre. Nos enfants vont nous apprendre, ils vont venir nous parler des choses. On peut avoir un échange avec lui. Et ensuite, on est assez grand pour aller sur enseigner. Mais déjà, si un enfant, et je pense que c'est la même chose avec l'éducation, c'est pas une éducation digitale, c'est l'éducation en général, c'est que si un enfant se sent en sécurité pour venir vous parler, quand il y a un souci, il va venir vous en parler. Quand il y a un problème, il va venir vous en parler. Sinon, il va souffrir seul. Mais pour ceux qui n'ont pas cette approche, il y a aussi des associations qui sont là pour ça. On travaille avec beaucoup d'associations qui sont sur le terrain. Chez Facebook, on travaille par exemple avec E-Enfance, Net Écoute, c'est-à-dire que si un enfant est en souffrance, il peut appeler, avoir des consignes, parce que parfois un enfant n'a pas envie de parler avec ses parents. Pour des raisons qu'on a évoquées aussi. Donc, on soutient aussi toutes ces organisations, ces associations. Mais juste pour revenir et répondre à la question, comment est-ce qu'on peut accompagner ces enfants? C'est écouter, échanger et ne pas interdire. Parce que de toute façon, un enfant va explorer, être curieux, faire des bêtises. Oui, faire des bêtises. Mais on est là en tant que parents, éducateurs, pour les accompagner, et les aider à mieux comprendre, comprendre les dangers, parce que oui, il y en a, mais aussi les opportunités. Et surtout, moi, je crois énormément dans le renforcement positif. Au lieu de dire non, 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 on explique ce qui fait du bien. Je voudrais rebondir sur ce que dit Michel. C'est vrai que nous, en tant que parents, nos parents nous ont appris des choses qu'on transmet à nos propres enfants. Mais c'est vrai qu'au moment où on a été élevés, toute la révolution numérique n'était pas là. Donc c'est des choses qui ne nous ont pas transmises, que nous, on découvre au fur et à mesure. Et on a l'impression qu'on n'est pas compétent pour transmettre, pour apprendre des choses à nos enfants dans ces domaines. Mais je pense que ce qui est important, c'est vraiment de ne pas se sentir incompétent et que en fait, les règles que nous, on a dans le monde réel, elles sont les mêmes dans le monde virtuel. Et c'est vrai que grâce à l'échange qu'on peut avoir avec eux, on peut adapter et les guider dans l'utilisation des outils numériques avec les références qu'on a, nous, par rapport à ce qu'on fait dans le monde réel. Et ce que je me disais, c'est que aujourd'hui, il y a un travail de prise de conscience à faire auprès des parents parce que c'est vrai que l'éducation numérique, aujourd'hui, ça fait partie de ce qu'on doit apprendre à nos enfants. Comme on leur apprend la politesse, les règles des bonnes manières, à traverser la route, etc. Aujourd'hui, le numérique, ça va faire partie des choses qu'on devra leur apprendre. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, je voudrais rebondir sur des histoires depuis le début du projet Monster Messenger. Jérôme, est-ce que tu as des histoires sympathiques à nous raconter et des usages qui n'étaient pas prévus du tout à la base? Il y a les grands-parents, mais pas que, en fait. L'usage des grands-parents, quand je disais qu'on était surpris, on l'avait mis dans les slides marketing au début, mais sans trop y croire en fait. Et en fait, quand on regarde les reviews, on regarde régulièrement sur les stores ce que disent les gens. Et ben, c'est beaucoup de grands-parents qui disent en fait c'est mon app préférée parce que voilà, je peux parler avec mes petits. Et quand on lit ça, voilà, moi c'est juste à chaque fois le matin quand on lit des reviews de gens dont vous avez contribué à changer la vie concrètement, très simplement,
Bah ouais, vous êtes contents. Donc des petites perles comme ça, on en a tous les jours en fait. Je vais rebondir sur les générations, c'est-à-dire que sur Facebook, il y a beaucoup de grands-parents également. Et moi, personnellement, ma famille est loin. Vous entendez mon accent. Ça fait 28 ans que je suis en France, mais la plupart de ma famille est aux États-Unis. Mais ça garde un lien incroyable. On peut vivre des choses ensemble. Et même maintenant, il y a des hackathons entre grands-parents et jeunes pour créer en fait les usages de demain et les outils de demain. Donc, c'est assez intéressant, au contraire, de voir le lien qui peut être créé par le numérique. Je pense que c'est même plus une génération numérique versus une génération de digital. C'est là. On a tous quasiment un smartphone, on a tous un écran. Quand on est dans des pays comme la France, je veux dire, hein, je suis trop ici. Mais c'est vrai que ça crée des liens et ça donne également une opportunité. On voit beaucoup d'enseignants maintenant qui sont en train de vraiment utiliser ces outils pour enrichir les expériences au sein de leur classe. Ce matin même, je suis allée chercher le bulletin scolaire de mon fils qui est scolarisé dans le 92 et son prof d'histoire géo, j'étais appâtée, qui a tout un projet digital. Et là, les enfants sont en train de faire un web documentaire. J'ai trouvé ça incroyable que franchement, ils sont en train d'utiliser des outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant, on avait un stylo. Aujourd'hui, on a beaucoup d'autres choses. Et les possibilités d'ouverture d'esprit, de comprendre comment on peut réfléchir. Quand j'étais plus jeune, on appelle ça un pen pal, on écrivait des lettres. Moi, j'avais quelqu'un qui habitait à Nouvelle-Zélande. Mais maintenant, aujourd'hui, je peux communiquer avec quelqu'un en Nouvelle-Zélande, qui est à Abu Dhabi, qui est aux États-Unis directement. Et il y a même des logiciels qui font la traduction automatique. Donc, on est vraiment dans une nouvelle génération. Donc, si on a des bons usages et si on a un bon exemple, ça ouvre des possibilités de créer, de prendre, échanger, plus de tolérance. Bien évidemment, encore une fois, il y a aussi des choses, il faut être très prudent. Et je ne dis pas que tout est magnifique et tout est beau. Non, non, non. Il y a vraiment des dangers. Il faut vraiment prévenir les dangers. Mais il y a beaucoup d'opportunités aussi. Et moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que parent, le meilleur moyen de réussir à ouvrir le dialogue et l'échange avec ses enfants sur le sujet du numérique, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font sur les outils numériques. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, mon fils, il aime bien jouer à World of Tanks. Bon. Moi, je suis pas fan de, de guerre et de tanks, etc. En revanche, voilà, j'essaye de savoir ce qu'il fait dans ce jeu, ce que ça lui apporte. Et ça me permet de le guider un petit peu parce que, par exemple, dans ce jeu-là, il y a des chats. Ça veut dire qu'il est amené à communiquer avec des gens qu'il ne connaît pas parce que c'est un réseau ouvert. Et ça me permet de lui dire, ben voilà, il y a des, par exemple, quand il y en a qui lui mettent des choses assez désagréables, ça me permet de lui expliquer la manière dont il ne doit pas répondre, qu'il ne doit pas mettre des gros mots, que si ça va trop loin, il peut bloquer les messages de la personne qui lui répond. Et je pense que c'est s'intéressant à ce qu'ils font, que ce soit sur les jeux vidéo, sur YouTube aussi, pourquoi ils aiment voir les vidéos de Enjoy Phoenix qui proposent du maquillage, etc. En s'intéressant à ce qu'ils font, en fait, ça délie leurs paroles et ils parlent de plus en plus facilement avec vous de ces sujets-là. Et au détour de conversation, vous détectez, tiens, il y a un petit problème là, je vais essayer de creuser pour essayer de voir s'il a rencontré une difficulté ou pas. Et en commençant à créer le lien, en parlant avec eux, c'est comme ça que le jour où ils auront vraiment une difficulté de cyberharcèlement ou s'ils vont voir des images vraiment choquantes qu'ils n'arrivent pas, enfin voilà, qui les bouleversent, qui les font déprimer, etc., c'est là qu'ils viendront vous parler. Peut-être pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, en fait, la parole n'est pas toujours évidente. En fait. Enfin, comme vous le savez, enfin, si votre enfant est harcelé, il y a des chances que vous soyez le dernier à l'apprendre, voire des années après. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais moi aussi, je suis papa de 3 enfants. Sur les 3, bah, malheureusement, j'en ai 100% qui ont été harcelés à l'école ou au collège. Et il y en a un, je m'en suis rendu compte 4 ans après la guerre, en fait. Donc trop tard. Et on travaille beaucoup, en fait, sur, justement sur les éléments de parole. Et
en fait, les parents, nous, sont très demandeurs. Souvent, on a des demandes sur comment j'adresse ce sujet. Si j'ouvre un accès à cette messagerie instantanée, comment je dois adresser le sujet avec mon enfant? Comment je dois lui expliquer ça? Et du coup, on propose un petit peu le même genre d'outils que ce que propose Facebook, savoir un programme de coaching, en fait, pour les parents, aussi, justement, pour qu'ils aient les mots pour parler avec leurs enfants. Donc, quand vous inscrivez, en fait, pendant 6 semaines, tous les samedis, on vous propose en fait une conversation guidée avec votre enfant. Donc sur les principaux thèmes de la parentalité digitale, c'est qu'est-ce que le harcèlement? Pas que numérique d'ailleurs, hein, parce que le harcèlement, il commence en général au sport ou à l'école. Qu'est-ce que ça veut dire que l'usurpation d'identité? Parce que c'est une pratique archi courante chez les plus jeunes. Qu'est-ce que c'est que la violence en ligne? Et donc on donne, comment dire, c'est des conversations qui ont été construites par des psychologues en fait, spécialisés dans les enfants, et on leur donne, à ces parents, le bagage en fait. On vous donne en fait les éléments de parole pour amener le sujet tout doucement, et puis d'ailleurs fermer la discussion si vous voyez que c'est pas le moment. Il faut un temps calme, ça dure 20 minutes. Et puis vous avez des objectifs, c'est-à-dire typiquement sur le harcèlement, c'est est-ce que mon enfant a compris le concept de harcèlement? Vous seriez surpris de savoir, même s'il y a des interventions à l'école, le pourcentage d'enfants qui n'ont pas bien compris ce que c'était que le harcèlement, qu'ils étaient victimes et qu'ils n'étaient pas coupables. En général, un enfant harcelé se sent coupable, donc il a honte. Et comme il ne va pas vous décevoir en tant que parent, jamais il va vous en parler, en fait. Et donc sur toutes les principales thématiques, ça vous permet de qualifier, de parler avec votre enfant. Peut-être que d'ailleurs, ce n'est pas le moment de lui ouvrir un accès digital. Peut-être qu'il faut attendre encore 6 mois. Chacun a sa maturité qui arrive à un moment différent. Et c'est vraiment le plus important. Et je vais vous raconter une petite histoire, en fait, parce qu'à l'occasion de la journée nationale, la 3e journée nationale de la lutte contre le harcèlement scolaire qui a eu lieu la semaine dernière, on a ouvert un petit chatbot, donc un automate, en fait, hein, qui parlait aux enfants sur le thème du harcèlement. C'était la première fois qu'on faisait ça. On travaille avec l'UNICEF, par ailleurs, sur des thématiques des droits de l'enfance, mais là, c'était vraiment à cette occasion. Et donc, on a eu 17 000 enfants qui sont inscrits dans les 24 heures. On a été, ça fait tomber nos serveurs. Voilà. Et 6 000 messages, en fait, dans la journée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'enfants, donc beaucoup de bruit, d'accord, beaucoup de gens qui jouaient, d'enfants qui jouaient, etc. Mais également beaucoup d'enfants qui n'osaient pas parler à leurs parents. C'est vraiment et c'est plus facile de parler à un robot parce qu'on est désinhibé, il ne va pas nous juger, etc. En fait. Donc cette parole, c'est vraiment absolument fondamental, et le digital peut permettre d'ajouter une nouvelle dimension à ce dialogue avec votre enfant. Je rejoins totalement, et en plus, c'est vrai que c'est plus difficile d'en parler avec ses parents. Sur Facebook, par exemple, les parents ne savent pas, mais on a une option où l'enfant peut signaler qu'il est embêté à une tierce personne. Il sélectionne une tierce personne de confiance, et en fait, il peut décider de partager quelque chose, pas avec sa maman ou son papa, mais c'est un oncle ou c'est quelqu'un de proche. Donc, il a un autre proche, et les gens ne savent pas que ça existe, et ça existe. Hein. Et également, comme je disais tout à l'heure, on a un partenariat avec NetEcoute et E-Enfance, qui ont des personnes qui répondent au téléphone, parce que si les parents ne savent pas comment répondre à l'enfant, ils peuvent appeler et avoir quelqu'un qui les conseille, ou l'enfant peut appeler et être conseillé également. Ça vaudra le coup, après, de montrer un petit peu comment ça fonctionne, si c'est possible. Et alors, comme on a des enfants, et c'est trop chouette, je voudrais leur poser la question, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, toi, avec tes écrans? Mais bon, en fait, on est autant de pères dieux d'adultes à te regarder. Sois très à l'aise. Ouais, c'est ça, sois très à l'aise. Tu utilises juste pour tes devoirs, j'imagine. Est-ce que... Moi, avec mon portable, plus souvent, je regarde des vidéos des gens connus de notre génération. Et, des fois, lorsque je m'ennuie, je joue un petit peu avec mon téléphone, et je regarde aussi Instagram et Facebook. Oui. Non. Non. Oui, Viper. Oui, Viper. Et j'ai 14 ans. Et donc, vous êtes sa maman?
Et alors, quel est vous venez ici, pourquoi en fait? Vous venez ensemble, c'est hyper positif comme démarche. Comment, pourquoi est-ce que vous êtes là et qu'est-ce que vous pouvez nous raconter par rapport à... Moi, c'est vraiment pour information, pour ouvrir un petit peu, pour voir ce qui se passe, pour connaître les expériences des autres. C'est vrai que moi, son papa lui a ouvert son compte Facebook bien avant 13 ans, ça je le... Et c'est son père qui a pris la responsabilité de mentir sur son âge, mais c'était vraiment très surveillé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'outils personnels pour pouvoir aller sur les réseaux sociaux. Donc, c'était très contrôlé. Je ne connaissais pas votre... Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'était avant, mais je ne connaissais pas du tout votre, votre outil. Mais bon. Après, c'est vrai que on ne peut pas interdire aux enfants. On peut leur dire stop assez, mais ils sont quand même très addicts, quoi. C'est très, très compliqué. Et pourtant, c'est un gentil. Ne pas être en conflit au moment où on dit stop. T'en as assez fait dans la journée. Donc, il arrête et puis, tout gentiment, tout tranquillement, il reprend son téléphone. Et voilà, c'est compliqué. C'est vrai que pour être... c'est bien le digital. C'est vrai que ça leur permet de trouver des tas de réponses à leurs questions, de les aider, parce qu'on n'a pas, nous, le même vécu qu'eux et on n'a pas les mêmes approches. Mais pour autant, ils deviennent très vite addicts. Et c'est très compliqué de ne pas être en conflit au moins une fois par jour par cette addiction, quoi. Voilà. C'est vrai, les écrans sont un peu partout maintenant, c'est vrai. J'entends parfaitement parce que tous les week-ends, on fait des dîners de ville. J'enlève ma casquette Facebook, casquette de maman, et ma fille est ici dans la salle, donc elle sait combien je râle concernant les écrans. Et c'est la même chose, je me souviens qu'on on avait la télé et ma mère râlait parce qu'on passait trop de temps devant la télé. Et les jeux vidéo, tout le monde avait peur. Des jeux vidéo allaient tuer nos enfants, ils allaient devenir des monstres, ils allaient... Voilà, donc beaucoup de choses. Mais des règles, il faut comment en avoir. C'est pas l'interdiction, mais c'est des règles. Parce que moi, je ne supporte pas et c'est interdit d'avoir un mobile à table quand on mange, quoi. C'est juste hors de question. On est ensemble, il y a des moments qu'il faut être ensemble, c'est de bien vivre ensemble. On a un panier, nous, en arrivant dans la maison, c'est le panier portable. Je ne dis pas que c'est souvent rempli, parce que les gens ne respectent pas toujours les règles, mais on essaie au moins de dire, OK, à partir de ce moment, on n'aurait pas, les portables vont tous là, même le mien, parce que c'est moi qui passe le plus de temps sur le portable. Donc aussi, on est en train de dire à nos enfants, faites pas ça, mais je le fais. Donc, c'est aussi, en tant que parent, il faut aussi donner le bon exemple. Et je reconnais que je ne donne pas souvent le bon exemple. Donc, d'avoir ces règles, d'avoir ce panier, d'avoir des moments. Mais le conflit, je comprends ce conflit. Et moi-même, si vous avez des conseils, comment éviter le conflit, j'aimerais bien les avoir. Parce que c'est vrai que parfois, ça arrive à une espèce de jeu de force en disant « lâche le truc, non, je lâche pas ». Mais ceci dit, je me mets de l'autre côté et c'est vrai que maintenant, avant, on avait d'autres façons de trouver l'information, mais tout se trouve là. Tout se trouve vraiment là. Et si j'ai besoin même pour venir ici aujourd'hui, je dis, moi, je vais Google Maps. Voilà, avant, ça n'était pas comme ça. Mais aussi, c'est aussi cette transition. Mais bon, oui, les règles, le panier portable, essayez, bon, ça marche 50% du temps. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Michel et je voudrais rebondir là-dessus. C'est qu'en fait, déjà, il y a une première chose, c'est que dans chaque famille, on n'a pas les mêmes repères et on n'a pas les mêmes exigences sur ces sujets. Et nous, ce qu'on recommande souvent, c'est qu'il y a un échange entre le parent et l'enfant pour que déjà, vous, en tant que parent, vous compreniez quels sont les usages que font votre enfant avec les écrans. Est-ce qu'il aime jouer à des jeux? Est-ce qu'il aime chercher de l'information? Est-ce qu'il aime regarder des tutos, aller sur les réseaux sociaux, etc. Pour bien comprendre en fait quel est son besoin et ce qu'il y trouve et quelles sont les satisfactions qu'il trouve à être derrière ces écrans. Et après, la deuxième partie de l'échange, c'est d'expliquer à votre enfant pour vous ce qui est important par rapport au temps qu'il passe sur les écrans.
voilà, lui dire que pour vous, c'est important, par exemple, qu'il ait une vie équilibrée, qu'il puisse faire du sport, jouer avec ses amis, dormir suffisamment, et que le temps d'écran, c'est aussi quelque chose que vous intégrez parce que ça fait partie de notre société et que lui, il y trouve des satisfactions et que ça lui fait plaisir et que ça lui permet aussi de progresser, de s'épanouir sur un certain nombre de sujets. Et une fois que l'un et l'autre a exprimé ses besoins et ses attentes, après, ce qu'on recommande souvent, c'est se mettre d'accord sur des règles. Et là, c'est une discussion parfois un petit peu difficile. Et donc, vous vous mettez d'accord sur des règles et aussi, vous vous mettez d'accord aussi sur qu'est-ce qu'on fait si les règles ne sont pas respectées. Et donc, à partir de là, c'est souvent, ça permet bien d'échanger et puis ça fait progresser la relation. Et on ne dit pas qu'on réussit du premier coup, hein, mais au fur et à mesure, on peut travailler comme ça sur la maîtrise du temps d'écran. Voilà, c'est ce nous, enfin, on a eu un module coaching de parents pour maîtriser le temps d'écran justement, et c'est un petit peu ça l'approche qu'on recommande. Ah, vous êtes déconnecté. Ah ben voilà, c'est votre choix. Vous avez décidé, voilà, le mode opératoire. On Ouais. coupe le Wi-Fi, c'est pas mal. Après, chacun trouve un mode opératoire qui lui convient au sein de sa famille, hein. Mais c'est pas mal d'avoir des règles très très simples et de s'y tenir. Et de s'y tenir, Parce c'est que ouais. comment dire, de toute façon, le job de parent, c'est d'ériger des limites et puis de les faire bouger au fur et à mesure, hein, puis d'ajuster le tir, je dirais, et de faire le moins mal possible. Ouais. Et de fait, je pense que quand même, c'est un peu plus difficile ces temps derniers. Pourquoi? Parce que l'accès, comment dire, polymorphe, interactif. Et quand on prend les jeux vidéo, enfin, je veux dire, il y a des gens extrêmement doués qui partagent des très très bonnes pratiques pour rendre leurs jeux très addictifs. Et c'est difficile de lutter contre ça parce que vous avez des gens qui sont des scientifiques en fait qui vont activer tous les petits récepteurs de dopamine en fait qui vont faire que vous avez envie de revenir, envie de scroller encore un peu plus dans votre feed, de remonter un peu plus, de voir encore cette vidéo géniale, etc. qui va vous prendre 1 minute 30 de votre vie. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile. Peut-être qu'il faut être peut-être un petit peu plus ferme, mais surtout exemplaire. Parce que je faisais la réflexion hier en allant au travail. Je croise un papa sur son vélo. D'accord, il y avait son petit gamin qui était assis devant sur le petit siège avec son petit casque adorable, 3 ans. Et le papa, sur son vélo, il téléphonait. Je me dis, mais quel exemple, enfin, au-delà de la sécurité, quel exemple il donne à son enfant en fait. C'est-à-dire, je fais quelque chose de très important pour ta vie, pour ta sécurité, et en fait, la priorité pour moi, c'est de téléphoner ou de consulter mon feed. C'est quoi? Enfin, il faut qu'on commence par soi-même en fait, ces disciplines. Effectivement, à table, chez nous, personnellement, le téléphone à table, faire bottom. Mais chaque famille après a ses règles en fait, mais c'est important d'avoir des règles très très claires et de les faire respecter. Alors, Mais je c'est voudrais- vrai que les écrans, c'est un vrai challenge aujourd'hui à l'autorité parentale. Alors, mais justement, je voudrais vous poser une question à tout le monde. Quelque part, mais même nous, c'est valable aussi pour nous adultes, c'est-à-dire que la vie qu'on s'est construite, la vie numérique qu'on s'est construite, on l'a choisie. Donc, quand on est en train de discuter avec des amis, ce sont des amis qu'on a choisis. Or, quand on est à table ou dans notre salon, où là, on va avoir des dîners de Noël bientôt, où on sera à côté de tonton Jean-Pierre qui fera des blagues qui ne seront pas très drôles et on est bien obligé d'être là physiquement. Mais il se trouve que quand on peut chatter avec un pote qui nous fait marrer sur notre téléphone, forcément, on n'est plus complètement à côté de tonton Jean-Pierre. Et c'est aussi une question de choix et de liberté, de construction aussi. C'est la question de la construction de l'identité hein, des enfants, mais nous aussi. Du coup, qu'est-ce que vous pensez de ça et comment vous répondez à ça en fait avec ce que vous faites? Comment est-ce que vous réussissez à récupérer les enfants dans la vraie vie ou sur un écran pour un usage intelligent entre guillemets par rapport à un côté, par rapport à tonton Jean-Pierre, voilà. Alors déjà, moi je connais pas tonton Jean-Pierre, donc je peux pas prononcer en fait. Hein. Il y a un Jean-Pierre qui est très, très, très intéressant en fait, mais c'est peut-être pas lui. Moi,
personnellement, moi, je parle personnellement, ce type de problème ne se poserait pas parce que c'est un respect de respect. Pour moi, c'est une question de respect. Si on est à table avec Jean-Pierre, on ne va pas pianoter sur son téléphone. Mais encore une fois, c'est une question de règles de famille. Peut-être sous la table. Même pas à table, il faut quand même privilégier des moments de famille, des moments d'échange. Et je pense on parle là beaucoup de règles d'écran. Maintenant, il faut privilégier des moments de famille, mais il faut également dire que parfois, il y a certaines études, et je ne vais pas vous citer des études parce qu'il y a des études pour dire, contredire, mais il y a des universitaires qui ont fait des études et parfois ces écrans sont que, en fait, la mise en relation pour une relation dans la vie réelle. Donc, en fait, il ne faut pas penser parce qu'on passe plus de temps devant un écran, on passe moins de temps dans la vie réelle avec les autres. Bien au contraire, les écrans sont juste une passerelle pour avoir plus de rencontres dans la vie réelle. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a peur que l'écran devient le réel, mais ce n'est pas la vérité quand on regarde des études qui sont faites. Non, c'est une façon de rentrer en contact avec plus de monde. Et en fait, les enfants aujourd'hui s'organisent via un écran. Avant, c'était on appelait, on va aller au café à 4 heures. C'est beaucoup plus facile de faire un groupe message à 10 copains pour se donner rendez-vous. Donc là, J'avais pas j'ai eu un smartphone, c'est récent, enfin, je veux dire, voilà. Mais je rentrais du collège et j'avais ma mère qui me hurlait dans les oreilles, mais ça fait 3 heures que tu es au téléphone, tu viens de la quitter, ta copine, mais lâche ce téléphone. Bah là, c'est juste que voilà, on s'en rend moins compte, enfin, c'est moins intrusif pour le reste de la, enfin, si ce n'est que, mais tu es encore sur ton écran, mais c'est le même problème qui a été transposé sur, exactement. puisqu'ils ont besoin de liens sociaux, ils ont besoin de garder ce contact avec leurs amis Surtout le à plus ces longtemps âges-là. possible, à ces âges-là, surtout. La question d'ailleurs, c'est à partir de quel moment ça devient un problème. Oui, c'est ça. Parce que... Et puis, c'est chacun a sa propre définition, voilà, c'est ça aussi. Et ceci dit, ma mère hurlait parce qu'on avait qu'un seul téléphone et elle ne voulait pas que je bloque la ligne. Mais moi, pareil. Et puis, Mais c'était jamais... la facture, il n'y avait pas illimité à cette époque-là. Mais c'était jamais... Elle n'a jamais vu ça comme mauvais pour moi parce que c'était une façon d'exister et c'est un peu la même chose dans un dialogue. Et voilà, donc ça change un peu. Mais c'est vrai que cette question du virtuel et du réel, en fait, c'est souvent les jeunes qui ont le plus de relations sociales dans la vraie vie sont aussi ceux qui ont le plus de relations sociales sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas exclusif l'un et l'autre. Et du coup, moi, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous pensez que ces questions de rapport à l'identité, au soi qu'on peut avoir aujourd'hui, de mise en scène de soi qu'on a sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est quelque chose qu'on faisait aussi quand on appelait notre copine? Enfin, moi, je faisais pareil, j'appelais ma copine, et après, je lui écrivais 4 copies doubles que je lui redonnais le lendemain. Mais est-ce que là, on avait cette question de l'image de soi face aux autres? Oui, voilà. Donc, Et un peut-être que changement là, du vis-à-vis coup, de l'image on de discute soi, je d'autres pense. choses Oui, voilà. Donc peut-être que le sujet, c'est pas parce que C'est une moi, je suis nouvelle d'accord avec le génération. fait que Oui. moi, je suis tout le temps sur mon smartphone aussi. Donc en fait, je communique plus. Et c'est pas parce que la question de quelle communication a le plus de valeur, celle avec les gens qui sont dans la même pièce ou ceux qui sont plus loin, pour moi, est une autre question que ce lien à l'addiction. Voilà. Donc, peut-être qu'on pourrait. Je pense qu'il y a des questions. Je pense qu'on est complètement d'accord. Enfin, c'est des questions d'éducation, de limites, d'équilibre fondamentalement. Après, il y a des choses qui sont normalement pas trop négociables, sur lesquelles il y a aussi un consensus. Par exemple, est-ce qu'un inconnu a le droit de parler à un enfant? Probablement, tout le monde est d'accord pour dire non, d'accord, sans l'accord de son parent. Quand un enfant poste une image de lui-même, est-ce que ça doit être public? La réponse, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire non. Oui, enfin, il y a le fondamental qui doit être protégé pour permettre de tirer le meilleur parti, je dirais, de cette opportunité. Si ce n'est que la différence avec quand on transmettait une copie double ou quand on s'appelait par téléphone, la petite différence, c'est qu'au pire, les copies doubles, elles partaient à un moment donné dans la classe et ça faisait un petit scandale. Sauf que maintenant, avec Internet, il y a des petits enjeux qui sont un petit peu différents. C'est pour ça qu'en fait, Et du coup, la question que je me pose, donc là, l'idée, c'est donc de les empêcher. En gros, par exemple, donc, ils ne peuvent pas publier cette photo. Donc, en fait, on les protège. Mais comment on les protège aussi en amont de ce qu'ils vont pouvoir faire quand ils auront le droit de le faire? Donc, voilà. Juste ne pas mettre en pause. en fait, je pense que, comme on disait tout à l'heure, on ne peut rien leur interdire et on ne peut pas contrôler tous ceux à quoi ils vont être confrontés, que ce soit le harcèlement, les images, etc. Et qu'en fait, ce que je me dis, ce qui est
ce qui est important, c'est de leur apprendre à avoir un esprit critique par rapport à tout ce qu'ils font. Et Et une estime de soi. voilà. Et dans notre société, on doit apprendre à avoir un esprit critique, parce qu'on est dans des environnements complètement ouverts, où l'information est pléthorique et où en gros, c'est important de savoir par soi-même, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et c'est vrai que là, en tant que parent, diffuser l'information sur ce que c'est que le droit à l'image, la diffamation, ce que c'est, qu'est-ce que c'est que le respect de soi-même, le respect des autres. Je trouve que c'est des choses qu'on disait de manière un peu plus implicite avant, parce qu'on était moins confrontés sur ces sujets-là, et qu'aujourd'hui, ça vaut le coup peut-être d'être un peu plus explicite sur ces sujets et d'illustrer un petit peu plus sur ces sujets, parce que on peut très rapidement être dans ces retranchements sur ces sujets, justement grâce à cet univers du web. Nous avons lancé, vous pouvez aussi le retrouver sur le site, une campagne de sensibilisation. Réfléchissez avant de partager. Là, c'est exactement ça. Donc, c'est très facile. Vous pouvez chercher ça sur votre moteur de recherche et sur les pages que nous avons créées pour les enfants et pour les parents. C'est une campagne d'éducation, pédagogie qui est soit avec un langage pour l'ado ou l'enfant ou pour le parent, mais en fait, c'est tout bête. Réfléchissez avant de partager. C'est comme dans la vie, est-ce que vous mettrez sur un pancarte 4x3 une photo en petite jupe dans une posture pas très... Voilà. Je ne pense pas. Donc, c'est le même effet de le poster sur Internet. Il faut que des jeunes prennent conscience de ça à travers, c'est encore une fois, pédagogie, il vaut mieux prévenir que guérir, parce qu'une fois qu'on a fait une bêtise comme ça, c'est difficile après. Mais alors, heureusement, maintenant, on peut, au moins sur Facebook, on peut bloquer, supprimer une image. Donc, si un enfant a fait une erreur, ou un adulte, parce que les adultes font beaucoup plus de bêtises que les enfants, je le dis, on peut supprimer cette photo et ça ne sera plus sur le réseau. Maintenant, si la photo a été partagée par quelqu'un en dehors de notre réseau, nous ne pouvons rien faire. Mais si la photo a été partagée sur Facebook, cette photo disparaîtra à toujours. Donc ça, c'est aussi une sécurité. Il faut le savoir, il faut signaler. Il y a des outils, les gens ne savent pas s'en servir. C'est comme, je dis, quel parent donnerait un Ferrari à son enfant sans donner le permis à conduire? On ne peut pas. C'est la même chose. On met nos enfants devant ces outils sans vraiment prendre le temps d'expliquer comment faire dans le cas il y a un accident. C'est la même chose. On met sa ceinture, on a un code de la route. C'est la même chose. Exact. Donc, il faut prendre le temps de le faire. Ouais. Et je pense que c'est la responsabilité non seulement des parents, mais aussi à l'école. Oui. Il faut arrêter de dire, mais maintenant, le stylo, maintenant, on donne une tablette. Moi, j'étais assez sidérée. Mon fils est rentré avec une tablette. Magnifique. Maintenant, l'école devient numérique. J'ai pas de lettres, j'ai rien, sauf signer ce bon. Si vous le perdez, vous nous devez 400 €. Bien. Mais imaginez, moi, je suis une femme qui est connectée, donc je sais. Aucun sécurité sur sa tablette, aucun guide d'utilisation, mais je trouve que c'est quand même un peu irresponsable quelque part. J'étais assez choquée. Donc, aujourd'hui, on a quand même encore beaucoup de travail à faire de pédagogie, d'accompagnement. Et c'est vraiment la responsabilité de chacun. Il n'y a pas une seule personne qui est responsable. C'est les parents, c'est les entreprises comme le mien, c'est les éducateurs, c'est les associations. Et on est tous ensemble pour faire avancer cette éducation. Le digital ne veut pas disparaître. Les écrans ne vont pas partir. Donc, faisons...